Alors, thème de ce premier panel, accompagner et financer l'entrepreneuriat de la diaspora. Bienvenue à vous. Alors, je vais vous donner la parole. Présentez-vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Warda Abdelkader, experte en investissement des diasporas africaines au FIDA. C'est le Fonds international pour le développement agricole. Moi, je vais plutôt parler de la partie financement, puisque au FIDA, on soutient des solutions d'investissement de la diaspora pour qu'elles puissent soutenir les PME au Mali et plus largement en Afrique. Merci. Je suis là. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de tous vous rencontrer. Moi je m'appelle Marianne Vidal-Marin, je suis la directrice d'IEP Conseil. IEP Conseil, c'est une filiale d'investisseurs et partenaires. Et investisseurs et partenaires, c'est une famille de fonds d'investissement d'impact. Sans doute la plus grande et la plus pionnière sur les pays d'Afrique francophone. Et cette année, nous fêtons nos 20 ans. Donc j'aurai l'occasion de revenir un petit peu sur ce que fait investisseurs et partenaires pour les PME en Afrique subsaharienne. Alors, moi je pense que je me suis déjà présenté. Tidjane Bal, à Donilab. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Abibadi, la chef de projet de Meet Africa chez Expertise France, qui est un programme de développement de l'entrepreneuriat de la diaspora entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure Tidiane, financé par l'Union européenne et l'AFD. Et donc, chez Expertise France est donc aujourd'hui une filiale du groupe AFD, qui est l'agence donc de coopération technique internationale. Et en fait, on mobilise de l'expertise pour mettre en place des projets dans différents secteurs d'activité. Ça va de la santé, développement durable, la gouvernance, la migration et de plus en plus l'entrepreneuriat. Et avec Meet Africa sur la diaspora, mais il y a aussi d'autres programmes diaspora qui existent, il y a aussi d'autres programmes entrepreneuriat qui existent. Donc effectivement, Monsieur Konaté a tout à fait raison là-dessus. Et justement, c'est aussi l'occasion de parler des autres initiatives et comment est-ce qu'on peut créer finalement une dynamique pour pousser l'entrepreneuriat en Afrique. Et je tiens aussi à remercier Donilab et à féliciter Donilab pour l'organisation de cette première journée qui a été un défi et une nouveauté. Donc, et puis c'est ouvert sur l'Afrique en général. Donc bravo Tidiane d'avoir relevé ce défi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je suis Sarah Mokri et je suis gestionnaire de programme à la délégation de l'Union européenne à Bamako. Donc je ferai un focus spécifique sur les différents soutiens et les différentes formes de soutien que la délégation de l'Union européenne, mais plus largement l'Union européenne, peut avoir à l'endroit de la diaspora et des diasporas. L'objectif, c'est vraiment de montrer comment l'Union européenne aussi souhaite davantage soutenir la diaspora, les investissements, mais aussi le lien avec la formation professionnelle et l'entrepreneuriat dans ces pays-là, avec un focus spécifique sur le Mali. Merci. Voilà, merci beaucoup pour les différentes présentations. De nombreuses informations vont vous être dévoilées aujourd'hui. Alors, on va commencer par du global, à savoir les constats. Moi, je pense qu'il faut démarrer par des constats. Quels constats faites-vous sur l'entrepreneuriat de la diaspora africaine, vous qui travaillez entre le continent africain et l'Europe? Allez-y. Je commence, et puis si les autres veulent compléter. Alors, nous, on a fait une évaluation à la suite de Meet Africa 1, donc ça existe depuis 2016. C'est un programme qui est né de fusion d'autres programmes qui a accompagné des entrepreneurs de la diaspora issus de la recherche, beaucoup de doctorants qui voulaient entreprendre dans leur pays d'origine. Et c'est comme ça que Meet Africa est né. Et donc, on a donc accompagné sur 1 an et demi 80 porteurs de projets dans 6 pays d'intervention. Et avec la GIZ, l'IRD, Campus France et donc Expertise France. Et à la fin de ces 1 an et demi, on s'est rendu compte de 3 constats. Le premier, c'est un manque d'information et d'orientation envers les entrepreneurs de la diaspora. Alors, ce même constat s'adresse à tous les entrepreneurs, même en France. Donc c'est un vrai sujet, l'information et l'orientation. Mais particulièrement en Afrique, parce que il y a 54 Afriques déjà. Et puis qu'est-ce que c'est la diaspora? C'est qui la diaspora? À partir de quand on est diaspora? À partir de quand on s'arrête d'être diaspora? En tant qu'entrepreneur aussi. Deuxième constat, c'est la nécessité
d'impliquer les acteurs qui travaillent sur l'entrepreneuriat entre l'Europe et l'Afrique. Donc il y a des agences publiques qui travaillent sur ces questions, et il y a des ministères, et il y a des structures de la société civile, notamment des incubateurs, et puis des réseaux qui sont constitués. Et en fait, on vient souvent sur, et ça c'est un vrai plaidoyer que j'essaie de pousser aussi, on vient souvent sur des sujets comme ça, parce qu'il y a des financements, et on va se réinventer accompagnateur d'entrepreneurs, alors qu'il y en a qui font ce métier-là en fait. Et donc, notamment, je réinterpelle monsieur le consul, parce qu'il a été à la tête de la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur et a été un des premiers novateurs et pionniers sur cette question de la diaspora en Côte d'Ivoire notamment. Et en fait, c'est comment est-ce qu'on travaille plus et mieux avec ces structures-là qui vont, elles, porter en fait, ces messages, comment elles vont porter ces dispositifs-là, et c'est pas nous, Expertise France, etc., qui vont aller continuer à... Enfin, nous, on vient en soutien. En fait, on va venir donner des outils, mais l'objectif, c'est qu'on donne justement l'ensemble de ces outils à ces types de structures. Ça, c'est le deuxième constat, de lisibiliser le parcours d'accompagnement entre l'Europe et l'Afrique, avec et à travers ces acteurs qui sont déjà très bons dans ce qu'ils font, et monter les standards. Et troisième constat, c'est un financement d'amorçage pour les entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs qui existent sur le financement, soit en tout début, en idéation, donc les bourses et les concours, etc. Et après, on arrive souvent à du seed. Alors, je laisserai Yupé parler de ça parce que c'est pas mon voilà. Mais souvent, il y a il y a aussi beaucoup de dispositifs, mais en France, il faut être domicilié en France. La BPI, par exemple, il faut avoir une domiciliation en France. Et donc nous, nos entrepreneurs, ils sont domiciliés dans nos pays partenaires en Afrique. Ils ne sont pas éligibles à la BPI. Et ils ne sont pas assez structurés pour certains fonds d'accélération, des fonds d'investissement. Donc comment est-ce qu'on les amène, en fait, à arriver à ce stade d'avancement-là? Et donc, c'est pour ça qu'on, justement, dans Meet Africa 2, a essayé de répondre à ces trois constats. Mais voilà, donc un constat d'information, d'orientation, de lisibilité et d'implication de ces acteurs-là sur ces questions, et trois, le financement. Merci pour ces trois premiers constats. On continue, s'il vous plaît, les constats que vous faites. Allez, INP. Bon, allez. L'investisseur va parler. Non, ce qui est sûr, donc investisseurs et partenaires ne financent pas des entrepreneurs de la diaspora spécifiquement. Nous, c'est pas notre identité. Nous, on finance des PME en Afrique. C'est toujours intéressant de constater, quand on regarde un petit peu l'histoire d'IEP et ce qui a fait les grandes PME qui ont été financées, c'était quasiment toujours des entrepreneurs de la diaspora. Et on ne les cherchait pas spécialement sous cet angle-là. Il s'est juste avéré que les grandes entreprises, et je pense notamment à l'une des entreprises qu'on a financées dans les premières années d'IEP, qui est la bergerie du laitier, la laiterie du berger, pardon, au Sénégal, Dolima, on était typiquement dans ce phénomène. La raison de cette tendance chez nous, elle est simple. Moi, je milite activement pour que les bailleurs de fonds et les organisations internationales comprennent que le premier souci des PME en Afrique n'est pas l'accès à l'investissement, mais l'accès au recrutement des talents. Et toutes les entreprises dans lesquelles nous avons investi en capital, que nous avons financé en amorçage, ont des besoins d'assistance technique sur recruter le bon directeur ou la bonne directrice des opérations, trouver le bon directeur ou la bonne directrice du marketing, tout ce qui est management intermédiaire. Les entrepreneurs eux-mêmes, ils sont très seuls dans leur velléité d'être entrepreneurs. C'est quelque chose qu'on peut très difficilement partager, notamment avec sa famille. Et à nouveau, ils ont besoin d'un numéro 2, d'un bras droit, d'un co-entrepreneur. Et ça, c'est des choses qu'en fait, pour des raisons et de qualification et de formation, les entrepreneurs de la diaspora peuvent amener. Donc la question du recrutement des talents, quand on parle de ça, elle me paraît vraiment essentielle. Et quand monsieur le consul dit « vous êtes les bienvenus », c'est en fait, il y a désespérément besoin de gens qui vont aussi venir renforcer ces entreprises et leur permettre de croître.
La deuxième chose que je dirais que nous, on a constaté en tant qu'investisseurs, ça fait 20 ans qu'on investit et on a décidé cette année de créer une gamme d'activités que je dirige qui s'appelle IEP Écosystème. IEP Écosystème, c'est la seule gamme non financière de toutes les gammes d'investissement d'IEP. Et c'est celle qui consiste à dire, au fond, on intervient dans un environnement et cet environnement, on doit communiquer avec lui et travailler avec lui. C'est d'ailleurs au sein de cette gamme qu'on travaille avec Donilab. Et dans cette gamme d'activités, je rencontre une part écrasante d'entrepreneurs et d'acteurs de la diaspora qui n'ont pas du tout les informations. Et donc ça rejoint complètement ce qui a été dit avant. Quelque part, du côté africain, ils n'auraient pas toutes les cases cochées parce que pour le financement, il faut avoir telle entité ici. Et côté français, effectivement, pour la BPI et pour plein d'autres acteurs, il faudrait être enregistré ici, etc. Moi, je crois qu'il faut lever cette question-là et qu'on fasse preuve de plus d'agilité. Quand un entrepreneur vit entre, je sais pas, le Sénégal et la France, mais que sa PME crée des emplois au Sénégal, de la valeur ajoutée au Sénégal et de l'impact au Sénégal, les mécanismes de financement vers la diaspora, qu'ils soient en France ou qu'ils soient en Afrique, devraient permettre de répondre aux enjeux de ces entreprises. Très bien, merci. N'hésitez pas à noter vos questions, il y aura une partie questions-réponses à la fin de ce panel-là. Je vous en prie, madame. Je vais peut-être aborder une question qui est rarement abordée, je pense, au niveau de ces événements autour de l'entrepreneuriat de la diaspora. C'est peut-être la question de l'interculturalité. Parce qu'on a tendance à la minimiser, mais elle est très importante. On pense, parce que nous sommes des enfants originaires de ces pays qu'on maîtrise les codes, mais on ne les maîtrise pas. Et donc, d'un point de vue interculturel, d'un point de vue économique, il y a de véritables difficultés auxquelles les diasporas sont confrontées. Donc c'est vraiment un point sur lequel je pense qu'il faut être vigilant. Peut-être passer du temps sur place pour mieux comprendre comment le pays fonctionne, comment l'économie aussi du pays fonctionne. Et peut-être aussi parfois savoir entreprendre dans un pays dont on n'est pas originaire. Parfois, il y a justement donc même souvent des diasporas qui vont investir en fait dans d'autres pays d'Afrique parce qu'elles ne vont pas avoir certains poids, notamment le poids culturel de la famille. Bon, je m'arrête à là. Merci. Merci beaucoup, l'Union européenne. Madame Mokri. Merci. Peut-être un point pour rejoindre les autres collègues qui ont pris la parole. Je ne vais pas vous faire la liste des programmes en cours que la diaspora, que l'Union européenne au Mali apporte pour soutenir la diaspora. Par contre, je voudrais faire le lien avec l'intervention de IEP sur la question des compétences disponibles. Et on essaie, en tout cas au Mali, de faire de plus en plus le lien entre les compétences disponibles de la diaspora et les ressources disponibles, les ressources humaines disponibles dans le pays. On reste convaincus, et l'Union européenne fait le pari dessus, de dire que la diaspora est un acteur qui doit jouer un rôle dans le secteur privé. Et dans le secteur privé, ça signifie aussi qu'il doit apporter un peu sa pierre à l'édifice sur la construction, la structuration du secteur privé et de travailler, et c'est aussi le rôle des partenaires qui sont aussi sur place, de faire en sorte que ces entreprises-là puissent grandir, mais aussi à disposition des ressources humaines de qualité et en quantité. Donc de faire le pont aussi entre la diaspora qui investit dans son pays, mais de s'assurer qu'elle a à disposition des compétences disponibles et qualifiées pour le domaine que la personne souhaite... Dans quel domaine elle souhaite investir. Donc c'est là aussi où on doit travailler au niveau local sur la question de la formation professionnelle des jeunes, tout confondu, que ce soit sur l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on entreprend, et Donilab aussi travaille beaucoup là-dessus, c'est comment on arrive à former les ressources locales, parce qu'en fait, quand bien même vous arrivez avec des bonnes volontés et un investissement, vous aurez besoin de main-d'œuvre qualifiée, et donc ça c'est un point que je souhaitais souligner, en tout cas en tant que faire se peut, on essaie de le faire et on continue de le faire, de faire ce lien-là
entre compétences à disposition et le lien avec la diaspora qui souhaite investir. Merci. Merci. Je vous en prie, allez-y, ensuite on va donner la parole à M. Merci. Alors il y a un programme qui existe chez nous qui s'appelle Talents en commun. Alors la GIZ a aussi un programme équivalent, je crois un peu plus ancien que nous d'ailleurs, qui consiste à mobiliser des expertises, alors de tout genre, en transfert de savoir-faire en Afrique. Ça veut dire que n'importe quelle institution ou organisation peut faire appel à cette ressource et cette personne, elle serait détachée pendant plusieurs mois avec un contrat français, contrat Expertise France avec des droits français pour justement faire ce transfert de savoir-faire. Et effectivement, il y a la question de formation de jeunes, etc. Mais il faut accompagner aussi ces parcours de formation, il faut aussi accompagner ces ressources qu'il faut former. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte, il y a de plus en plus d'entrepreneurs, alors que ce soit chez nous ou ailleurs, qui deviennent finalement des acteurs économiques. C'est-à-dire que vu que dans leur secteur d'activité, il y a besoin de ressources, de compétences, et tu as très bien fait de le citer, en fait, ils vont dire on va former les gens, des personnes pour pouvoir faire le métier dont on a besoin. Et donc, en fait, ils vont créer des académies, des universités, des centres de formation. Et donc, en fait, on va de plus en plus remplir la chaîne de valeur. Et donc, ce type de programme, alors nous, on a du mal à trouver des personnes et des structures parce que je pense qu'ils mériteraient d'être un peu plus connus. Donc voilà, ce type de programme peut être aussi une solution à ces problématiques de ressources humaines. Cette journée s'annonce très prometteuse. Énormément d'informations, n'est-ce pas? On continue, Monsieur Ball, pour conclure sur cette première question, sachant que nous avons déjà passé 25 minutes. Alors, moi, je vais faire peut-être des constats positifs. Je pensais qu'il est positif, c'est qu'il y a de plus en plus un afflux massif, je dirais, d'entrepreneurs de la diaspora qui souhaitent investir dans leur pays. Mais aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent à la question. Donc, ça veut dire que la question du financement n'est pas forcément un problème aujourd'hui. Mais là où ça bloque un peu, c'est peut-être au niveau de la mentalité, peut-être Warda l'a dit, au niveau de l'interculturalité. Parce que nous, on a fait MIT-Africa. Avant MIT-Africa, on a fait un programme aussi adressé à la diaspora pendant 2 ans, depuis 2019. En fait, ce qu'on constate, c'est que quand on vient de la diaspora, on a tendance à vouloir qu'on nous déroule les tapis rouges parce qu'on vient de la diaspora. Donc, lors de la sélection des candidatures, là, comme on a pas mal de problèmes, parce que c'est une cible qu'on ne connaissait pas du tout. Bon, on s'est dit, bon, qui sont ces gars-là? Ils se disent, bon, les gars du bled. Donc, il y avait un peu en fait, ces incompréhensions-là. Donc, il ne faut pas qu'on se dise qu'on va nous dérouler le tapis rouge, ou quand je vais voir un tel ministre, je vais le voir, ou quand je vais dans un service, en fait, toutes les portes s'ouvrent, il y a des procédures comme en France ou en Europe. En fait, il n'y a pas de process. On s'adapte au système. On se fait un réseau, on regarde comment ça fonctionne et on essaie de se fondre dans la masse. Donc je pense que c'est en faisant ça qu'on peut tirer son épingle du jeu, mais aussi avoir les bons codes pour entreprendre. Merci. Donc arrêtons avec ce complexe de supériorité, n'est-ce pas? Allez, on continue. Quels sont les secteurs d'activité où vous rencontrez le plus les gens de la diaspora? Les secteurs d'activité. Je vous fais passer le micro, n'hésitez pas. Notamment Donila, je pense que vous êtes bien placé. Quels sont les secteurs d'activité que nous, sur les 2 programmes qu'on a menés, c'est beaucoup plus sur l'agriculture, la restauration, je dirais l'agriculture avec grand A, parce que dans nos pays, en fait, c'est les secteurs les plus promoteurs, mais aussi ils sont dans tout ce qui est services, coiffure, conseil. Il y a beaucoup de cabinets comptables, d'experts qui s'installent, plus dans la santé aussi. Très bien. INP, par exemple, pour les financements. J'allais dire la tech. La tech. Très souvent chez nous, on a des. Alors, on n'est pas un spécialiste du VC. Nous, on finance plutôt des PME, mais on a quelques programmes pour les startups de la tech. Et très souvent, dans ce secteur-là, on retrouve des acteurs de la diaspora. D'accord. Donc la tech, l'agriculture, la santé. MIT-Africa, je suppose que vous avez reçu beaucoup de dossiers. Oui, non mais je pense que vous avez dit pas mal et puis en fait nous on en a de plus en plus de projets, d'entreprises qui sont où la tech est transversale en fait, e-santé, e-éducation, artisanat, etc.
Et du coup, on avait une première cohorte avec beaucoup de agroalimentaire, effectivement. Alors, agroalimentaire sexy, hein. Mais bon. Et ensuite, maintenant, la deuxième cohorte, on a beaucoup de projets très innovants. On en a un, on a le futur Elon Musk africain, Inch'Allah. Inch'Allah. On a et des projets assez innovants, par exemple un projet qui fait du transfert d'argent. Bon, ça vous dit tous quelque chose, sauf que c'est en bande d'achat. Donc on va aller, ils ont des partenaires avec des magasins sur place, et donc en fait ils s'assurent aussi la traçabilité et la transparence. Au Cameroun, on a des projets dans la blockchain aussi. C'est assez, ça devient de plus en plus innovant. Et on a fait il y a 2 semaines une intervention à Emerging Valley, et justement on a fait une table ronde avec 2 experts sur la neuroscience et la mobilité. Et donc on a fait une thématique sur quelles sont les solutions innovantes pour une Afrique audacieuse. Et du coup, c'est aussi pour montrer qu'il n'y a pas que des projets agroalimentaires classiques et contact qui sont nécessaires, utiles et importants, mais il y a aussi des projets nouveaux, en fait. Et donc, on trouve de l'innovation frugale partout en Afrique, donc ça fait rêver. Très bien. Peut-être simplement, parce que l'Union européenne, en réalité, en fait, finance de manière globale plusieurs programmes, et les collègues qui sont à ma droite savent mieux en parler que moi, mais simplement souligner que je crois qu'il n'y a pas non plus des domaines spécifiques. Il y a tellement de possibilités sur le continent que je crois qu'à partir du moment où on a une très bonne idée bien construite, qu'on est soutenu et qu'on arrive à se projeter aussi, à se projeter avec des idées construites. Je crois qu'il n'y a pas de domaine spécifique, en dépit du fait que, peut-être que Warda en parlera, mais par exemple sur le Mali, il y a des études qui ont été réalisées, et il s'avère que l'un des secteurs porteurs qui intéresse le plus la diaspora, c'est l'agriculture, le secteur primaire. Donc voilà. Je crois que c'est assez éclectique en réalité. Tout le monde investit dans son domaine de prédilection, ou plutôt où est-ce qu'il a des compétences et de bonnes idées, où il est bien accompagné. Voilà, je voulais juste peut-être souligner ce point-là. Ouvrir un petit peu. Voilà, merci. FIDA. Alors FIDA, donc Fonds international pour le développement agricole, bien sûr qu'on va défendre l'agriculture haut et fort. Donc effectivement, sexy ou pas d'ailleurs, hein. Tant qu'on fait manger les personnes, je pense qu'il y a un vrai sujet de souveraineté alimentaire auquel on fait face en ce moment dans le monde entier. Et il y a une vraie question aussi, donc, spécifiquement sur le continent africain, dont je reviens. On voit bien que l'inflation, elle est partout, et qu'elle est encore beaucoup plus importante sur le continent. Donc je pense que c'est un vrai sujet. Effectivement, on a mené une étude sur les préférences d'investissement de la diaspora malienne en Europe, parce qu'on a donc un programme qui est spécifique au Mali et qui est financé par l'Union européenne. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, et c'est une question qui intéresse particulièrement les diasporas. Je pense que voilà, il y a un sujet de fond sur lequel les entrepreneurs se doivent de travailler. Merci. Tidjane, je vais vous passer la parole, mais juste avant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très tendance, entre guillemets, est-ce que c'est tendance déjà, de parler de la diaspora qui investit sur le continent africain? Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que finalement, on ne surévalue pas un petit peu ce nombre de personnes qui osent quitter l'Europe pour aller investir sur le continent africain? Est-ce qu'en nombre, il y a énormément de personnes qui sautent le pas ou pas? Tidjane, toi qui reçois beaucoup de gens de la diaspora. Non, mais moi, je pense que c'est au-delà des clichés, c'est une réalité, hein. Et en plus, les entrepreneurs qui réussissent les plus, je pense, c'est ceux de la diaspora, parce qu'ils viennent avec des compétences, en fait. Marianne a évoqué la question des compétences sur place, mais quand on amène une compétence et qu'on est son chef d'entreprise, on maîtrise son secteur, on va plus vite, en fait, que quelqu'un qui n'a aucune compétence, qui cherche à recruter toutes les compétences autour de lui. Donc moi, je pense que c'est une réalité, on peut en citer beaucoup, hein. Même Djadje Sangaré, qui devait être sur le second panel, était un entrepreneur ici de la diaspora, aujourd'hui qui est dans peut-être les 8 pays de l'IMOA, qui est milliardaire en francs CFA, qui est le deuxième gros employeur au Mali après l'État.
Donc, voilà. Donc, elle vient avec sa vision, elle vient avec ses compétences, elle vient avec ses richesses. Voilà, c'est plus simple. Elle vient avec ses spécificités. Et comment tu résumerais ces spécificités de la diaspora africaine qui entreprend sur le continent africain? Qualité et défauts, il n'y a aucun problème, nous ne sommes pas susceptibles. Bon, je pense que les défauts, j'en ai parlé. Hein, c'est en fait le fait de vouloir... De supériorité, oui, on a bien entendu. Qu'on ouvre toutes les portes, que toutes les portes s'ouvrent. En fait, et peut-être se dire que les choses doivent se passer comme si on était en Europe. Mais la qualité, je les ai dit aussi, en fait, c'est les compétences. Moi, je pense, c'est ce que j'ai dit souvent lors des débats. On a eu une discussion où je disais à la personne, vous vous plaignez parce que quand vous venez en Afrique, vous pensez que vous êtes marginalisé. Mais nous qui sommes en Afrique, qui avons fait nos études en Afrique, en fait, on n'a même pas une bonne éducation. Et vous venez avec une bonne éducation, vous venez avec un capital minimum. Nous, on n'a pas de capital. On a tous commencé sur l'État, on ne sait pas, en fait, c'est Dieu qui nous sauve, quoi. Ouais, donc là, on vient avec un bagage, on vient avec un bagage intellectuel, avec du capital, donc ça veut dire qu'on n'est même pas, en fait, au même niveau de départ, en fait. Très bien, qui souhaite rajouter quelque chose? Peut-être l'Union européenne, je crois. Peut-être juste un petit point et souligner que peut-être la diaspora est davantage plus visible qu'avant parce qu'on en parle plus aussi. Et parce qu'elle se structure plus aussi, elle existe depuis des années, des dizaines d'années, elle investit depuis des dizaines d'années. C'est simplement aussi parce qu'il y a un focus et parce qu'on se rend compte que c'est une réalité. La diaspora constitue une manne financière très importante. Elle investit énormément dans son pays, sans forcément qu'on le sache, qu'on puisse le capter, mais on en parle davantage aujourd'hui. Et on se rend compte, plusieurs bailleurs de fonds, et ça c'est récent en revanche, qu'évidemment, c'est un acteur incontournable qui doit jouer son rôle dans le secteur privé, dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est beaucoup plus récent que les actions, les investissements de la diaspora. Ils existent depuis des dizaines d'années et tous ceux qui sont dans la salle ici sont beaucoup mieux placés pour en parler que moi. Voilà, merci. Merci, donc plus visible, mais est-ce qu'elle réussit tout autant? C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir 10 000 personnes qui souhaitent investir sur le continent africain, mais finalement, au bout, il en reste combien? Y en a-t-il beaucoup des success stories? Alors beaucoup, ça veut dire quoi beaucoup? Il faudrait voir les statistiques. On n'a pas encore assez de recul aujourd'hui de tous les projets entrepreneuriaux de la diaspora qui existent depuis de nombreuses années pour avoir vraiment un pourcentage en disant sur 100, il y en a 10 qui réussissent. Après, moi, je suis une fervente défenseuse de l'entrepreneuriat et je suis convaincue que l'entrepreneuriat permet d'ouvrir des portes vers une orientation professionnelle, et donc même si on ne va pas lever des millions d'euros, on va aller, on va avancer et créer quand même quelque chose, créer de l'impact. Nous, on a des success stories, c'est vrai, on en a quelques-uns que tu connais aussi, mais je pense que pour répondre peut-être à la question aussi d'avant, par rapport aux spécificités et qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur de la diaspora peut-être plus réussir, effectivement, il vient avec un capital. Il y a cette vraie question sur... alors, je dirais pas le complexe de supériorité, mais d'attente, en fait. De dire, on vient de là-bas, il y a des dispositifs existants, justement, sur la diaspora, donc on a droit à... On a droit à ça, on a droit à ça. Alors que ceux qui réussissent, justement, c'est ceux qui ont fait le parcours du combattant, comme tout le monde. Effectivement, au début, on galère comme tout le monde parce qu'on arrive, même si on a la double culture qui nous aide, mais on a perdu les codes, on n'est pas là tout le temps, on gère ça souvent à distance, etc. Et ceux qui arrivent vraiment à dépasser les épreuves d'un entrepreneur classique, comme tous les entrepreneurs en fait, c'est eux qui vont vraiment arriver à lever des fonds derrière, structurer leur entreprise, créer de l'emploi, etc. Donc voilà, j'ai pas une réponse très, très claire, mais peut-être que... Non, c'est parlant. Donc je vais passer la parole au FIDA et à INP. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que par exemple vous avez un ratio ou éventuellement des chiffres sur des success stories, à savoir, ils sont nombreux à partir, ils sont nombreux à tenter l'aventure. Est-ce que concrètement, le retour, entre guillemets, sur investissement, il est plutôt notable et positif? Je crois que j'ai commencé par ça tout à l'heure, sur la trentaine d'entrepreneurs du tout premier fonds d'IEP, plus de 30% étaient en fait des entrepreneurs de la diaspora. Donc
ils sont présents. Et c'est des entreprises qui ont grandi, qui ont créé des emplois, qui ont un impact environnemental et social énorme sur le continent. Et ça, c'est pour la partie entrepreneur. Maintenant, je crois que Sarah a dit quelque chose de très important sur la partie investisseur. Je ne saurais pas calculer la moyenne d'âge là dans la salle, mais je pense qu'elle est assez basse. Le profil d'un investisseur de la diaspora aujourd'hui, il n'est plus du tout le même qu'il y a 10 ans. Et Sarah, elle l'a sous-entendu. Quand nous, on a commencé à lever des fonds, donc IEP, investisseur en capital, cherche à lever des fonds auprès de DFI, de grandes entreprises du secteur privé et ainsi de suite. On a essayé d'aller vers les diasporas et on a très vite été confronté à un problème. D'un côté, les diasporas finançaient très exclusivement sur des zones très spécifiques qui étaient liées à leur histoire personnelle, ce qui bien sûr est parfaitement entendable et respectable. Mais nous, en tant qu'investisseurs en capital, on devait leur expliquer qu'on serait à la recherche de la pépite qui allait croître et qu'elle ne serait pas forcément dans tel village ou même dans telle ville ou peut-être même dans tel pays. Et que quand on nous confiait de l'argent, on n'avait aucun... bien sûr qu'on allait l'investir en Afrique subsaharienne, hein, c'était notre ADN, mais on n'avait aucune promesse potentielle. Et donc, très vite, les personnes et ces générations-là, disons, de diaspora qui investissaient, elles se disaient, bon, bah, cet argent, il reviendra peut-être pas là où j'ai envie qu'il aille, et donc on va s'arrêter. Ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, quand on lève des fonds, on croise particulièrement des jeunes, et je pense des jeunes un petit peu comme il y a dans la salle, qui sont prêts à se dire que l'investissement en capital, le private equity, aura un impact à une échelle globale sur le continent, et potentiellement, du coup, reviendra vers l'endroit dont ils sont originaires. Nous, on a, à vrai dire, on l'a lancé il y a 3 jours, le premier fonds d'investissement en capital du Mali, Zira Capital, qui est un fonds partenaire d'IEP. Dans ce fonds, c'est la première fois qu'une partie de cet apport en capital est générée par des diasporas structurées qui ont décidé d'investir dans ce fonds. Ça, c'est, à mon sens, un signal qu'il y a une très forte évolution et j'espère vraiment que ce fonds au Mali, on en a aussi au Sénégal, à Madagascar, en Côte d'Ivoire, etc., mais que dans tous les autres fonds, désormais, une partie de cet apport en capital sera un apport des diasporas. Totalement, merci. Je ne pourrais pas vraiment répondre à votre question sur la réussite des entrepreneurs de la diaspora. Je pense qu'il y a un élan, mais peut-être qu'on n'a pas suffisamment encore de recul pour savoir si ça fonctionne ou pas. Nous, au FIDA, on travaille plutôt sur la diaspora qui investit et donc qui souhaite investir dans des PME. Je pense que justement on arrive aussi au bon moment, puisque aujourd'hui on a donc la diaspora qui veut entreprendre, hein, elle est de plus en plus nombreuse, mais on a aussi la diaspora qui investit et qui se structure. Moi, je reconnais donc certaines personnes dans le public qui ont monté donc des fonds justement pour investir dans des PME en Afrique. Et je pense que c'est important aussi que la diaspora puisse le faire par elle-même, qu'elle n'attende pas forcément après d'autres acteurs financiers. Nous, donc au FIDA, ce qu'on fait, c'est que on travaille aussi bien donc avec IEP pour monter une structure qui s'appelle Shiwara Capital, qui rassemble donc des investisseurs de la diaspora, qui va donc financer des PME. C'est vrai que nous on les soutient plus sur la partie investissement dans des PME dans le secteur agricole, mais ils vont pas faire que ça. Ils vont aussi donc investir dans d'autres PME. On a Shiwara Capital, avec qui on travaille donc avec IEP, et on a aussi le FADEV, qui est donc une société coopérative qui travaille déjà donc dans plusieurs pays en Afrique, notamment donc pour soutenir le secteur agroalimentaire, et qui va travailler plutôt sur des TPE. Et qui va faire tout un soutien de proximité avec cette structure qui est très important, qui n'est pas assez connue et qui devrait être justement plus reconnue. Donc on travaille avec ces deux acteurs et l'idée c'est que la diaspora puisse vraiment être actrice en tant qu'investisseur à travers donc, des acteurs de qualité, donc comme IEP ou FADEV, pour financer des PME
Et ce qui est intéressant, c'est que, je suis désolée, je suis un peu longue parce qu'il faut aussi expliquer les concepts, mais l'idée, c'est que des investisseurs de la diaspora puissent prendre des parts dans des entreprises qui sont sur place et charge donc à FADEV, à IEP de pouvoir vraiment accompagner ces PME, avoir un accompagnement de proximité. L'avantage donc de ces accompagnements-là, c'est que concrètement, l'entrepreneur ne va pas avoir besoin donc d'avancer de la garantie. Il est souvent confronté à une difficulté d'être financé parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'acteurs financiers, mais en plus quand on vient avec un projet innovant, les banques, les structures conventionnelles, elles vont pas y aller. Il y a ce soutien de proximité et surtout, en fait, l'entrepreneur il va pas forcément avoir besoin de rembourser de suite puisqu'on est sur du capital patient. Donc l'entrepreneur, on lui donne, on lui prête de l'argent, enfin, on prend donc du capital dans l'entreprise, mais il va pas être obligé de rembourser de suite. Ça sera donc sur 5 à 7 ans, donc c'est vraiment intéressant pour les entreprises sur place. Et donc voilà, nous on soutient ce genre de dispositif qui peut aussi aider donc les PME de la diaspora qui sont sur place. De nombreux dispositifs à découvrir, ça c'est très important. Exactement. Le manque d'informations, c'est peut-être aussi un des plus gros freins pour la diaspora. Exactement. Je vais peut-être juste rajouter quelques éléments parce que c'est vrai qu'on nous a demandé aussi du concret, dans le public au début, au niveau des questions. Les acteurs avec lesquels on travaille, donc que ce soit IEP ou que ce soit donc FADEV, IEP, eux, au niveau du financement qu'ils vont apporter au niveau des entreprises, ça sera donc en gros entre 30 000 et 300 000 euros par entreprise, avec un ticket moyen de 100 000 euros. Pour FADEV, on sera entre 15 000 et 125 000 euros, avec un ticket moyen de 50 000 euros. Bon, après, je vous invite à vous... sur ces fonds donc en capital investissement. Mais bien sûr qu'après, ces acteurs-là proposent aussi d'autres dispositifs financiers. En tout cas, nous, ce qu'on propose au niveau du FIDA, c'est que soit vous deveniez investisseur, ou bien que vous soyez financé par ces dispositifs-là. Et toutes ces informations, on les retrouve sur votre site internet, par exemple ? Sur notre site internet, et puis on a aussi donc le FADEV qui est là, donc qui a donc un stand, donc vous pouvez vous tourner vers eux, qui ont monté donc la solution IRI-Mali aujourd'hui donc pour la diaspora malienne. Chez Warage, on peut vous donner des informations. Donc il y a aussi bien IEP que moi qui restons donc disponibles pour vous donner plus d'informations. Mais en tout cas, voilà, moi je pense qu'aujourd'hui c'est important que la diaspora puisse accompagner ce changement de modèle qui existe, qui arrive en fait en Afrique. C'est investir ou entreprendre, et des fois c'est souvent les deux. Hein. Le véritable acteur du développement du continent africain. Exactement. Qui se fera par la diaspora. Mais changer d'échelle. Je vous donne la parole tout de suite. J'insiste sur ce point parce qu'il y a énormément de personnes qui partent sur le continent africain pour tenter l'aventure africaine, mais il y a aussi énormément de personnes qui reviennent avec un échec. Et donc, on sait très bien, hein, les plus grands ambassadeurs, ce sont ceux qui ratent finalement leur aventure. Et donc, ça fait peur. J'ai posé la question au tout début de l'événement, à savoir qui avait tenté l'aventure africaine, très peu, qui avait peur, beaucoup, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Il manque quoi ? Il manque quoi, mesdames et messieurs ? Vous, Tidiane Bal qui accompagnez, vous qui financez, on a l'impression qu'il y a tout. Non, moi, je pense que l'échec n'est pas uniquement de la diaspora. En fait, l'échec fait partie de l'entrepreneuriat, l'échec fait partie de la vie. Peut-être chez nous, les francophones, c'est mal vu, mais chez les anglophones, l'échec est un succès, en fait. Parce que ça nous permet de rebondir, de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, de trouver de nouvelles solutions et surtout de dépasser nos limites. Donc moi, je pense que l'échec fait partie du jeu. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur.
Très important. Et je pense qu'il faut le rappeler, c'est un métier très difficile. Moi qui suis dans une entreprise qui finance des centaines d'entreprises, je peux vous dire, moi je ne pourrais pas être entrepreneur et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font et qui le sont. C'est un métier qui est très dur et très ingrat. Donc déjà, je pense que c'est la première chose. La deuxième, c'est que je ne suis pas persuadée, au vu du taux d'échec dans l'entrepreneuriat en général, que le taux soit plus élevé dans la diaspora qu'il ne l'est de manière générale pour l'entrepreneuriat en Afrique. Je n'ai pas la statistique, mais je serais même tentée de penser qu'il est inférieur. Parce que... Bon, l'Afrique, c'est le continent de l'entrepreneuriat, par définition, en particulier pour les femmes entrepreneurs. Je crois qu'il y en a dans cette salle et je les salue. C'est un entrepreneuriat qu'on empêche de devenir un entrepreneuriat de croissance. Très souvent, c'est un entrepreneuriat qu'on qualifie de subsistance ou un micro-entrepreneuriat. Et en fait, pour que le projet de développement de l'entreprise existe, il y a beaucoup de mécanismes de blocage qui se mettent en place, dont les talents, dont l'accès au financement, dont tout un tas aussi de mesures administratives et financières qu'il faudrait être, entre guillemets, plus incitatives et ainsi de suite. Et donc, tous ces blocages-là, je suis vraiment fondamentalement pas persuadée que la diaspora en est plus victime, entre guillemets, que les entreprises, disons, en Afrique, créées par des Africains qui sont directement sur le continent. En revanche, ce qu'il faut peut-être se dire, c'est que ce n'est pas parce qu'un entrepreneur de la diaspora a vécu un échec sur un secteur donné qu'il ne devrait pas tenter sur un autre, il est vraiment un entrepreneur né. Et je crois que la question, elle est plutôt là. L'entrepreneuriat, au fond, c'est est-ce que sur un secteur d'activité donné, on peut créer un produit qui puisse être vendu et qui puisse permettre à un projet entrepreneurial de croître. Et à ce titre, il y a un petit peu deux types d'entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs intuitifs qui ne sont pas des experts spécialisés. Et il y a inversement les entrepreneurs qui sont des experts de leur domaine et qui ont décidé d'entreprendre dans ce domaine. Tidiane est médecin et je pense que Donilab a eu pendant très longtemps une forte identité d'accompagnement sur les entreprises de la santé. Donc typiquement. Dans ce deuxième cas, je crois que l'entrepreneur de la diaspora, il a toute son épingle à tirer du jeu. Vraiment. Ouais, je rejoins complètement ce qui a été dit. Alors moi, je ne crois pas du tout à l'échec. Pour moi, l'échec n'existe pas. J'ai été aussi entrepreneur, petite parenthèse très perso, mais j'étais aussi entrepreneur. Je suis aussi de la diaspora, je suis aussi rentrée et je suis revenue. Mais pas parce que j'ai échoué, pour d'autres raisons, etc. Et on a aussi plein d'entrepreneurs qui sont partis. Et qui y sont encore. Tous nos consultants chez Meet Africa sont issus de la diaspora. Mandiaï qui est là, qui est notre consultant expert pour le Sénégal et de la diaspora franco-germanique, et il est encore installé au Sénégal, et c'est dans tous les pays, au Cameroun, au Maroc, en Tunisie, c'est pareil. Et c'est pas l'Afrique qui est le problème, ou c'est le côté diaspora, c'est juste que l'entrepreneuriat, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Il faut connaître le marché et avoir la capacité de se remettre en question, d'écouter en fait ses clients, de savoir le bon produit à vendre. Et en fait, c'est des questions d'entrepreneuriat classique. Mais aussi être bien accompagné et avoir accès au financement, on est d'accord? Bien sûr, c'est pour ça qu'on est là, et qu'on fait ce qu'on fait. Après, il y a des entrepreneurs qui se font pas du tout accompagner, ils trouvent des financements aussi, mais il y a de tout. Ou qui n'en trouvent pas et qui réussissent aussi à trouver, à développer leur chiffre d'affaires sans lever de fonds forcément. Et du coup, j'ai envie de dire à ceux qui posent ces questions, qui se disent bon, on a peur, comment est-ce qu'on a peur de revenir c'est la plus belle aventure qui existe, l'entrepreneuriat. Et là, c'est pour ça que j'ai parlé de moi, parce que pour moi, ça a changé complètement ma vie. Et je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent dire la même chose. C'est vraiment une aventure incroyable, humaine, où tous les jours on se pose plein de questions. C'est les montagnes russes tous les jours.
Donc ça serait dommage en fait de passer par là. Il faut faire ça au moins une fois dans sa vie. Voilà. Moi je suis défenseuse. Non mais c'est vraiment pour moi c'est la bucket list dans la vie. Il faut au moins une fois entreprendre. Afrique, diaspora, pas Afrique. Ça fait partie du jeu et ça va dépendre de vos bonnes questions. Effectivement, là je vous rejoins à Essata sur se faire accompagner. Permet à 87% d'entreprises de survivre au-delà de 3 ans, donc qui est vraiment les âges en fait de décès d'entreprises, pour assurer la pérennité, justement avoir des personnes qui vous posent les bonnes questions, qui vous challenge et qui vous aident en tant que diaspora. C'est pour ça que Meet Africa existe aussi, à aller plus vite en fait, sur les codes, sur l'étude de marché et la mise en relation, notamment avec les institutions, les partenaires, etc. Très bien. Juste peut-être un petit mot. Moi, je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit par les collègues. J'aime à dire qu'il faut voir l'entrepreneuriat et diaspora, pas diaspora, peu importe, mais plutôt comme un marathon. Se poser les bonnes questions, se projeter assez loin, tout en sachant que peut-être il y aura des échecs, il y aura des pauses. Alors évidemment, courir un marathon, c'est toujours mieux de le courir à plusieurs. Donc d'être accompagné, parce qu'on sait qu'on va tomber à un moment donné. Donc c'est vraiment aussi être dans cette mentalité-là. Et je vais donner un cas spécifique au Mali. L'entrepreneuriat, quand on a 350 000 jeunes qui arrivent sur le monde du travail chaque année, et qu'on a un secteur privé-public qui recrute moins de 100 000 jeunes par an, on a un problème. Et donc, je réponds aussi à cette question, ce constat qui a été souligné tout à l'heure, n'est pas entrepreneur qui veut, c'est vrai. Et ça, plusieurs partenaires ont par le passé, et le font aussi, proposent des formations entrepreneuriat rapides, clés en main. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut aussi prendre son temps, peser les pour, les contre. Il y aura des échecs, c'est une évidence. Donc il faut déjà partir avec ça. Et alors oui, il n'y a jamais assez d'accompagnement, il n'y a jamais assez d'investissement, mais il y en a. Donc il faut aussi partir là-dessus. Voilà. Donc se préparer avant de tenter l'aventure, chercher l'information, réseauter, et c'est la raison même de cet événement, n'est-ce pas, Tidiane Bal ? Je l'ai placé, merci. Alors, soyons concrets. Donc, il nous reste moins de 1 minute 30, mais bon, on va un petit peu dépasser. Désolé, Tidiane. Qui donne de l'argent, qui accompagne, et rappelez plutôt les dispositifs que vous avez en place, juste pour que les personnes qui vous ont rejoint un peu en retard puissent avoir ces informations-là. Qui accompagne, quel financement ? Moi, je crois que j'en ai déjà parlé, donc je vais peut-être laisser la parole à d'autres. C'est un résumé, parce que nous sommes au terme de ce panel qui est censé durer 45 minutes. C'est bien trop court, mais bon, je n'ai pas le choix. Alors moi, je vais peut-être parler de Chiawara Capital et de Yeri Mali du FEDEV. Je laisserai Marianne parler de d'IEP. Donc, on a Chiawara Capital qui va donc soit financer les entreprises, les PME au Mali en direct, ou soit via Zira Capital, donc le fonds local d'investissement de d'IEP au Mali. Je parle surtout du Mali parce que donc on a ce programme au Mali, et on travaille aussi donc avec FADEV qui va financer les TPE. Donc il y a la possibilité aussi de financer les projets familiaux. Je pense que FADEV vous en dira un peu plus plus tard. Mais donc vous avez ces deux solutions, Chiawara Capital pour les PME à haut potentiel, FADEV pour les TPE, tout secteur confondu, mais avec donc un appui sur le secteur agricole de notre part. J'espère que le FIDA, c'est un fonds d'investissement, c'est-à-dire c'est... non, on n'est pas un fonds d'investissement. Du tout, c'est un... Je vais pas trop vous embrouiller parce que ça fait beaucoup d'informations. Ça fait beaucoup d'eau. Mais nous, on est un bailleur de fonds. Vous êtes un bailleur de fonds. On va réduire. Un bailleur de fonds. FIDA, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Voilà. On va en rester là. Ok, on passe. IEP. Et des très très belles trajectoires des TPE accompagnées par le FADEV. Je les salue s'ils sont dans la salle. C'est des très grands partenaires d'IEP. Alors, très concrètement, IEP a 3 gammes d'activités de financement.
La gamme IEP Expansion, qui s'adresse aux PME qui sont vraiment en forte croissance. C'est des tickets de financement entre 800 000 euros et 3 millions, 4 millions d'euros. Ces PME ont en commun d'être en général sur des projets d'expansion régionale. Il n'y a pas d'obsession sur un type de chiffre d'affaires, un type de secteur. Bien sûr, la grille est très représentée, mais pas exclusivement. Deuxième gamme d'activités d'IEP, IEP Développement. Donc, à travers cette gamme, on a incubé et sponsorisé des fonds locaux. C'est le cas de Zira Capital dont on vient de parler. Des fonds comme Zira Capital, on en a 7. Un en Ouganda, un à Madagascar, un en Côte d'Ivoire, un au Sénégal, un au Mali, un au Burkina, au Niger, bientôt la Guinée, potentiellement bientôt la Tunisie, potentiellement bientôt la RDC. Ces fonds font des tickets en equity toujours entre 200 000 euros et 500 000 euros. Ils s'adressent donc à des entreprises qui sont plus petites que les précédentes et qui en général sont sur un terrain de jeu national. Mais bien sûr, elles peuvent croître énormément. Et le meilleur exit entre guillemets qu'on a fait de notre histoire, c'était sur un fonds au Burkina, une entreprise qui s'appelle AgroServe, qui était dans cette gamme de financement et qui pourtant a des performances stellaires. Dernière gamme de financement, IEP Accélération. C'est une gamme qui n'est pas en equity, c'est une gamme qui fait de l'avance remboursable, c'est-à-dire une sorte de prêt d'honneur qui est attribué à l'entreprise et non pas à l'entrepreneur. C'est pour ça qu'on l'appelle avance remboursable. Grâce au soutien de nombreux bailleurs de fonds, dont l'Union européenne, c'est une gamme sur laquelle on fait des financements entre 10 000 euros et 100 000 euros en avance remboursable. Un programme en particulier peut intéresser les entrepreneurs de la diaspora qui sont déjà implantés, qui sont déjà revenus et dont le projet entrepreneurial est déjà enregistré, entre guillemets, dans les pays concernés. C'est IEP Accélération au Sahel, financé par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne et qui accompagne dans 13 pays d'Afrique de l'Ouest et le Cameroun pour l'Afrique centrale. Toutes les informations sont sur notre site. Nous cherchons en permanence la prochaine super entreprise à financer. Donc vous avez un endroit où vous pouvez déposer vos projets. Ce qu'on vous demande, c'est des plans d'affaires. Et bien sûr, on est des investisseurs, donc on va être sans pitié sur la capacité à délivrer un plan d'affaires et à projeter un plan de croissance. Mais on est un investisseur d'impact et donc notre but, c'est que vous réussissiez. Donc on fait ça ensemble. Voilà. D'accord, en espérant que la liste ne soit pas trop longue, c'est-à-dire que... Parce que c'est un des problèmes qui revient souvent, la problématique du financement, l'accès au financement. Et souvent, les gens de la diaspora se disent, on a de beaux projets, mais malheureusement, lorsqu'on veut avoir accès à des financements, eh bien, on nous demande mondes et merveilles. On a l'impression que c'est un peu plus que pour les autres ou pas. Non, mais le monde de l'investissement en capital, qu'il s'agisse de l'Afrique ou de l'Europe, par définition, est un monde restreint et tout entrepreneur n'a pas vocation non plus à lever des fonds. Et j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à penser cela, en tout cas. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des très grandes entreprises, il y a des très grandes PME africaines qui n'ont jamais levé aucun fonds. Et j'aimerais vraiment aussi, puisqu'on en est là, insister sur le fait qu'il n'y a aucune corrélation entre le succès d'une entreprise et sa capacité ou non à lever des fonds en capital. L'equity, c'est même pas 1% des entreprises africaines. Voilà. Merci pour la précision. Alors nous, on ne finance pas. Mais vous accompagnez, et c'est peut-être même plus important. Pour l'instant, c'est important de le dire. Nous sommes l'intermédiaire en fait entre l'entrepreneur et ceux qui investissent. Notre métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs, travailler sur leurs projets, de l'accompagner sur leur trajectoire entrepreneuriale, en apportant de la formation, du coaching, du conseil. Aujourd'hui, Donilab, on a commencé au Mali. On est dans 5 villes maliennes, Bamako, Ségou, Sikasso, Mopti, Menaka. On a ouvert à Paris depuis fin 2021, où notre vocation est d'accompagner des entrepreneurs de la diaspora qui souhaitent investir, pas qu'au Mali, mais en Afrique, parce que l'année prochaine, on compte s'installer dans d'autres pays ouest-africains. Voilà, donc du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'événement d'aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un événement focus en fait, sur le Mali. Je pense qu'il y a plusieurs nationalités dans la salle, des Ivoiriens, des Camerounais, des Congolais. Je ne vais pas les citer tous pour ne pas en oublier. Voilà, donc Donilab a pour vocation à découvrir plusieurs pays. Donc du coup, on s'adresse à toutes les diasporas africaines. Merci. Merci. Quand il n'y a pas de financement, ça grésille.
Voyons pour Meet Africa. Okay. Donc alors quand je dis on, c'est Expertise France. On soutient majoritairement dans tous les programmes entrepreneuriat des incubateurs qui vont accompagner les entrepreneurs. Donc on n'est pas, nous, en direct accompagnateurs. C'est pour ça qu'on soutient notamment Donilab qui accompagne nos entrepreneurs. Et nous, on est soutenus par l'Union européenne et l'AFD, comme dans d'autres programmes en dehors de Meet Africa. Meet Africa, c'est un peu particulier parce qu'on a une relation assez proche avec nos lauréats où on les invite à des événements, on fait des after-work en direct avec eux, on fait aussi des sessions de masterclass un peu en direct, mais j'ai envie de dire que c'est une exception qui est vraiment exceptionnelle. Et on finance, nous on finance, on a, donc dans le cadre de Meet Africa, on a un fonds d'amorçage, alors en subvention, pour l'instant, qui permet donc d'accompagner financièrement les entrepreneurs, alors sur leur compte professionnel, leur compte d'entreprise, avec deux mécanismes. Un mécanisme d'amorçage, où c'est des tickets de 10 000 € pour faire son MVP, faire ses études de marché, enfin là vraiment le démarrage de son entreprise. Et ensuite, on a un concours qu'on va lancer prochainement pour plutôt l'accélération. Et là, c'est des tickets de 30 000 € pour les meilleurs projets à fort potentiel de croissance, etc., pour justement faire effet de levier vers d'autres financements ou de l'investissement ou de l'equity derrière. Donc ça, c'est nous, nos mécanismes d'appui aujourd'hui. Et effectivement, il y a donc d'autres programmes d'Expertise France qui vont dans l'appui à l'écosystème. Et je voulais aussi passer 3 messages. C'est que donc, nous, au sein de Meet Africa, on a un hub donc qui s'appelle le Hub Meet Africa, qui est une plateforme digitale d'information et d'orientation des entrepreneurs de la diaspora, qu'on est en train qui est déjà en ligne, mais qu'on est en train de peaufiner davantage, d'enrichir. Et on a besoin de tous vos retours pour savoir de quoi vous avez besoin, d'avoir aussi l'ensemble de ces dispositifs qu'on retrouve sur cette plateforme. C'est une plateforme qui est gérée par Anima, qui est une organisation qu'on finance également pour la mise en place de cette plateforme. Donc un hub Meet Africa, donc vous pouvez accéder via le site du projet Meet Africa. Deuxième information, deuxième message, c'est que donc on est en train de travailler, ça dans tous les pays, sur des ateliers de comment est-ce qu'on appelle ça, de design thinking, renforcement des capacités, enfin voilà, sur justement connaître les spécificités de la diaspora. Donc c'est la question que vous avez posée tout à l'heure. C'est quoi les spécificités de la diaspora en fait? Comment est-ce qu'on accompagne quelqu'un de la diaspora différemment qu'un entrepreneur classique? L'idée, c'est qu'on puisse justement collecter l'ensemble de ces données pour apporter ce parcours qui soit lisible et notamment aux incubateurs, mais également aux investisseurs, et avoir un apport en fait plus macro sur ces questions. Et donc tout à l'heure, l'atelier Meet Africa, voilà, allez-y, c'est pour ça, parce qu'on compte vraiment sur vous pour connaître aussi les besoins, comment est-ce qu'on va répondre à ces besoins-là avec des solutions, que ce soit via la plateforme ou via des outils en direct, et parce que nous, on va aussi faire un plaidoyer au niveau institutionnel et politique sur ce qui remonte en fait du terrain. Et troisième message, c'est qu'on a le 11 février prochain, on organise le Forum des entrepreneurs de la diaspora à Paris, au Palais des Congrès à Porte-Maillot. Et donc il va y avoir des stands, des plénières, des activités, enfin des ateliers thématiques et des ateliers pays également. Donc inscrivez-vous et venez nombreux. Voilà, dans un instant, il y aura effectivement donc l'atelier Meet Africa. Vous allez pouvoir avoir plus d'informations concernant ce dispositif. On continue avec l'Union européenne. Merci. Merci. Juste peut-être un petit point. Alors, on parle beaucoup de difficultés d'accès au financement. Les collègues à ma droite ont quand même énuméré une liste d'outils qui sont disponibles. Moi, je voulais juste aussi préciser, peut-être que c'est une parenthèse sur le Mali. Nous, on essaie de travailler sur l'accès au financement, avec les dispositifs étayés et expliqués par Warda et Maria, mais aussi sur le Meet Africa.
ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ça, les garanties, parce que les prêts parfois sont trop chers, on peut essayer de travailler sur certaines choses, mais il y a aussi d'autres éléments, notamment le fait que les banques, par exemple notamment au Mali, soient moins aussi intéressées par les PME, parce que c'est moins intéressant, c'est plus petit. Et des bailleurs de fonds essaient de travailler avec ces banques-là, mais c'est en fait plus il y aura une demande et plus elles travailleront dessus. Donc plus vous serez des petites PME à vouloir demander des soutiens, des investissements, plus la force de négociation sera importante. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'en tant que diaspora, vous êtes aussi vous avez un rôle aussi important à jouer en tant que secteur privé pour venir aussi négocier. Il y a certaines banques, on pourra en parler en direct pour ceux qui sont intéressés pour le Mali, qui s'ouvrent peu à peu. Alors l'avancée est lente et longue, je vais y arriver. Vous pouvez le dire en bambara si vous voulez. Oui. Oui, mon bambara est assez limité malheureusement. Mais voilà, il y a des avancées, mais vous avez aussi votre rôle à jouer pour pouvoir négocier. Elle s'ouvre peu à peu, il y a des possibilités, mais clairement, plus vous serez nombreux et plus la marge de manœuvre sera intéressante. C'est aussi ce point-là que je voulais signaler. On peut travailler sur plusieurs points, mais il y en a d'autres où la diaspora doit aussi jouer son rôle. Merci. Très bien, merci. Donc on va passer aux questions-réponses. Donc juste pour le temps que quelqu'un vienne pour faire passer le micro, s'il vous plaît. Allez, dernier mot, faites passer le micro. Quel conseil donneriez-vous aux personnes ici présentes, notamment qui doutent, qui ont peur, qui n'y croient pas? N'hésitez pas. Je crois que le continent a plus que besoin de vous. On le sait. On va pas lister les études qui l'ont prouvé. À mon sens, vous êtes un acteur majeur en fait du développement du pays, et je crois que c'est primordial. Après, s'il n'y a pas de motivation, si vous n'êtes pas en mesure de vous lancer dans un marathon, il faut pas y aller. Il faut se préparer, je crois, et vraiment, il faut être convaincu de son idée surtout pour la porter. Très bien. En 2 mots, s'il vous plaît. Ouais, je confirme. Hein. Si vous avez vraiment peur, il ne faut pas y aller. Ça, c'est la première chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas fait pour tout le monde. Et je crois qu'il faut une petite part de folie pour être entrepreneur. Et si vous l'avez pas et que vous êtes trop lucide et quelque part trop au fait de ce qui est en train de vous arriver, il faut peut-être pas y aller. Mon conseil sera un conseil forcément d'investisseurs. Nous, on a besoin de 2 choses. On a besoin que le projet d'entreprise, le projet de développement, il soit cohérent et qu'il aille quelque part. Et donc ça, c'est caractérisé par votre plan d'affaires. Et vraiment, je vous incite à c'est pas du tout un document qui est fixe. C'est quelque chose qui bouge dans le temps. Et je vous incite à travailler dessus et à revoir vos hypothèses en permanence. Et la deuxième chose dont on a besoin, c'est la figure même de l'entrepreneur. Nous, il y a des entreprises qui étaient plutôt très bien montées, mais où les entrepreneurs, en fait, n'avaient pas le profil et elles se sont vraiment fracassés. Et inversement, on a eu des très bons entrepreneurs qui avaient peut-être des modèles d'entreprise un peu moins solides et qui s'en sont sortis et qui en fait ont remonté parfois d'autres entreprises, etc. Et donc la figure de l'entrepreneur, cette personnalité, cette adhésion de valeur, c'est ce qu'on a aussi besoin de ressentir quand on finance une entreprise et qu'on est investisseur d'impact. Voilà mes 2 conseils. Merci. Ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Juste peut-être un mot. Moi, ça serait passer du temps sur place. Interculturalité, c'est très important, connaître la culture locale. Et connaître l'économie, voir si vraiment ça peut fonctionner au niveau de l'idée d'entreprise. L'écosystème, les us, les coutumes, etc., etc. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte. On est d'accord. Nous avons Ika et Donilab. Les conseils, je ne vais pas répéter ce qui a été dit parce que c'est très pertinent. Surtout le dernier point sur passer du temps sur place, oui, allez-y surtout. Il ne faut pas tout le temps imaginer ce qui peut marcher de loin.
Et donc, effectivement, nous, on a vraiment, on voit le changement des entrepreneurs qui sont là-bas, qui y vont régulièrement. Et on a un indicateur, c'est ceux qui sont installés. Donc, on a maintenant des entrepreneurs qui s'installent et donc pour s'en occuper, pour développer leur projet. Un autre conseil, alors j'en ai plein en fait, mais nous, ce qu'on regarde, peut-être pour rester sur ce que tu présentais aussi, c'est l'adéquation profil entrepreneur. Donc effectivement, c'est la personnalité, mais c'est aussi la capacité de porter le projet par rapport à son profil. Et si on n'a pas, nous, ce profil, s'entourer des personnes qui ont ce profil, donc compléter les ressources pour pouvoir porter les projets. Deuxième chose qu'on regarde, c'est la capacité de création d'emplois, en fait, le potentiel de création d'emplois du projet. Donc plutôt des projets, alors pas de l'auto-emploi, mais plutôt des projets créateurs d'emploi. Et après, on a arrêté entre Meet Africa 1 et Meet Africa 2 de s'intéresser à l'innovation, etc. Donc c'est vraiment tout secteur d'activité. Donc c'est pas trop un critère en soi, mais plutôt de étudier son marché, de se confronter en fait à vos futurs clients. De confronter votre produit, votre service à vos futurs clients et pas rester dans ce que moi j'ai envie de faire ça, j'ai toujours rêvé de faire ça dans ce domaine-là, j'ai rêvé de créer une marque de prêt-à-porter parce que petite, je sais pas quoi. Non mais c'est un vrai sujet ça, parce qu'en fait on rêve d'entreprendre dans le domaine dans lequel on est passionné. Et en fait, il y a une concurrence monstre parfois dans ces secteurs d'activité. Donc, il faut aussi avoir ce recul et ce pragmatisme, cet esprit critique, d'aller là où il y a le besoin. En fait, on répond à un entrepreneur et il vend. En fait, à partir du moment où vous avez le premier euro qui s'enclenche, c'est là où on a une entreprise. Et donc, quand vous vous lancez, alors je ne parle pas de ceux qui ont peur, etc. Une fois qu'il faut dépasser ça, c'est un faux problème. Mais une fois qu'on se lance, il faut être du concret. C'est-à-dire, faites votre MVP, faites votre prototype, testez-le, changez d'avis, revenez. Et on a des super pareils. Nous, on a des projets au début qui n'étaient pas bons. Et ils ont réussi à pivoter. Et maintenant, ils sont 4 associés. Ils partent en Afrique du Sud. Ils sont, eux, appelés par des investisseurs, etc. Donc... Voilà, et c'est la manière dont vous croyez en votre projet qui va faire la différence entre un projet et un autre. Donc vraiment adapter son projet aux réalités locales, c'est très important, et voir le modifier s'il le faut. C'est bon, tout le monde a donné son petit conseil. On va passer aux questions-réponses, s'il vous plaît. Donc, l'annonce des CV, etc. Donc là, on va aller directement droit au but. Hein. On vous connaît, hein, n'est-ce pas? Alors, les questions, rapides et directes, s'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur. Ok. Une fois de plus, merci à Donina pour cette journée des diasporas. La dame m'a dit on ira pour CV. Voilà, mais je n'ai pas le choix de dire que moi je viens d'Afrique. Excusez-moi, monsieur, vraiment, je suis désolée, on n'a pas le temps. Non, mais là, je suis ferme parce qu'on vous connaît. Ok, très bien. Bon, il faut dire que l'entrepreneuriat en Afrique existe et il y a des réussites. Soyez rassurés, membres de la diaspora, moi je viens de là, j'y vis. Et je tiens à dire, et la question que je voudrais poser est la suivante. Dans l'accompagnement que nous avions évoqué, quelle serait la place pour vous de l'État? Parce que je sais, ce n'est pas mon expérience, après avoir participé à plusieurs forums, mais la dernière fois je le disais à Nantes, il y a plusieurs lois incitatives qui existent dans le gouvernement, nos gouvernements africains, que souvent nous, entrepreneurs, refusons même de dire, de vouloir appliquer, et qui sont des lois incitatives qui vont vous apporter plusieurs exonérations. Donc je dis, dans cet accompagnement-là que nous évoquons, mettons aussi l'État, son intervention, à une place centrale. Ça va beaucoup aider. Si je prends... Excusez-moi d'acheter une seconde, 10 secondes, c'est très important. Là, nous avons notre régisseur général qui s'appelle Dibu Magassa. Nous parlons d'investissement. Si je prends les... Je suis désolée. Autre question. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir avoir des tête-à-tête avec toutes ces personnalités-là, toutes ces personnes-là. Donc, rassurez-vous, monsieur. Première question, donc, le lien éventuellement entre les différents dispositifs existants et l'État, qui a aussi des dispositifs... voilà. Alors,
Alors, nous, on est convaincus. Alors, on est une agence publique, donc on travaille avec des agences publiques en Afrique. Et donc, on est convaincus que l'État a un rôle très important à jouer. Pour rester sur l'exemple de Meet Africa, mais Expertise France fait un travail sur d'autres domaines également avec des ministères, des agences publiques. Et nous, sur Meet Africa, on travaille alors avec des ministères et des agences publiques qui travaillent autant sur la mobilisation de la diaspora, autant sur la promotion de l'investissement, la promotion de l'entrepreneuriat. Et ça, on le fait dans tous les pays. Et en fait, on met en place des partenariats. Donc, on a aujourd'hui une dizaine de partenariats institutionnels pour justement, justement faire ces ateliers de renforcement des capacités pour cartographier les spécificités de la diaspora et comment est-ce qu'on va mettre en place des dispositifs dédiés. Deux, on apporte de l'assistance technique sur des sujets très précis. Par exemple, au Sénégal, c'est la structuration du fonds diaspora. En Tunisie, c'est la création d'une offre de soft landing. Et à partir de ces éléments, des différents éléments sur lesquels on travaille, on voit des solutions émerger ou qui existaient dans l'écosystème avant. Je prends un exemple de la Tunisie qui a le Startup Act. Aujourd'hui, le Sénégal veut mettre en place le Startup Act, le Cameroun veut mettre en place un fonds diaspora parce qu'il existe au Sénégal. Et en fait, il y a aussi ce développement panafricain qui est en train de monter à une vitesse incroyable, que ce soit au niveau des institutions et au niveau des entrepreneurs. D'accord. Et donc, il y a vraiment nous, on veut soutenir en fait les agences à mettre en place ce type de dispositif pour que l'État puisse continuer. Très bien, très intéressant. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite répondre ou qui souhaite donner un élément d'information. Allez, autre question. Donc, ouh là là. Qui a dit que ça allait être un événement interactif? Je m'excuse, je retire cette phrase-là. On va prendre une question. Donc, allez-y, après sans micro. Bonjour, merci, c'était très concret, donc ça répondait vraiment aux besoins. J'ai une question, moi, parce que sur le genre des profils que vous accompagnez dans l'investissement, parce que moi je suis président de Repat Africa, on a 200 membres et 65% sont des femmes. Est-ce que c'est la même chose au sein des profils que vous accompagnez? Est-ce que c'est plutôt des femmes, plutôt des hommes, ou c'est assez mixte? Alors ça prendrait sûrement 3 heures en leçon magistrale d'expliquer pourquoi on trouve énormément de femmes au début du continuum entrepreneurial et de moins en moins à mesure qu'on arrive à l'investissement en capital, malheureusement. Donc la réponse est oui, nous on a une politique très forte qu'on appelle le Genderless Investing et c'est clairement une priorité et c'est c'est fondamental pour nous. Est-ce qu'on arrive à trouver autant de femmes que d'hommes? Non. Actuellement, en impact agrégé sur les fonds en equity d'IEP, on doit être peut-être à 40% de femmes, ce qui est un chiffre très élevé par rapport à la plupart des fonds d'investissement en equity en Afrique. Donc, si vous avez des femmes entrepreneurs, vous savez où écrire. N'hésitez pas. Allez, dernière question presque. Allez-y, peut-être une personne peut se lever et poser une question. Monsieur Inagrim, Monsieur Comé. Quelques questions, c'est une question, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Comé, quand même. Bonjour, Olivier. Le financement. Vous avez parlé de l'avance des remboursements. Est-ce qu'il y a des remboursements et aussi essayer de développer ces programmes-là parce que ce n'est pas bien. D'accord. Ouais. Le 17 décembre. Donc, je répète, tout le monde n'entend pas, le 17 décembre, effectivement, aura lieu l'événement de Inagrim.
sur l'agriculture, je crois, sur le continent africain. Donc c'est à Montreuil, je crois. Réponse. Montreuil, meilleure ville du monde. Je vais faire très court pour faire plaisir à notre modératrice. Le principe de l'avance remboursable, c'est justement que c'est à taux zéro. Et c'est ça qui est très intéressant, comme le prêt d'honneur. Ça nous permet d'avoir un effet levier énorme sur les entreprises. Et nous, on croit fortement à cet outil. Et si vous le voulez encore plus, nos bailleurs de fonds sont représentés aujourd'hui, l'Union européenne. Donc dites-leur de le financer encore plus. Voilà. Très, très bien. Allez-y, dernière question. Ouais. Je suis même gênée même. Allez-y. Étudiant en entrepreneuriat et business développement. J'ai une question. Les micros. Excusez-moi les micros. Ofni Boya Chancel Mukumbi, étudiant gabonais en entrepreneuriat et business développement. Ma question est de savoir quels sont les dispositifs pour les étudiants porteurs de projets. Est-ce que les étudiants ont des... Je suis désolée, hein. Je ne suis pas méchante. Hein. Je vais vous répondre très vite parce que j'y ai travaillé. L'Agence universitaire de la francophonie fait des dispositifs spécifiquement pour les étudiants entrepreneurs, à la fois dans ces pôles régionaux en Afrique, et puis vous pouvez aussi contacter l'équipe qui est à Paris. Ils ont notamment travaillé sur le statut d'étudiant entrepreneur au Maroc et en Tunisie, et ils tentent maintenant de l'implémenter en Afrique de l'Ouest. Donc regardez de ce côté-là. Très important, les étudiants, effectivement. Monsieur Daffé est là ? Monsieur Daffé, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Donc il y a un point très important, c'est-à-dire qu'une des plus grandes raisons, en tout cas je pense, qui freine le déplacement, en tout cas l'investissement sur le continent africain et surtout l'entrepreneuriat sur le continent africain de la diaspora, c'est est-ce qu'ils vont retrouver finalement leur confort et notamment leur accompagnement au niveau de la santé. Moi je pense que c'est un des gros problèmes pour lequel... Je pense que la diaspora, qui fait hésiter la diaspora, à savoir, est-ce que si je pars avec ma famille sur le continent africain, est-ce que moi, si je pars sur le continent africain, est-ce que mon médecin traitant qui se trouve à Boulogne va me suivre ou pas? Sinon, comment je fais? Eh bien, il existe des entrepreneurs qui ont décidé d'investir et d'entreprendre dans la santé, notamment Monsieur Daffé, qui a une clinique qui s'appelle Keba Daffé, qui a fait de hautes études ici en Europe et puis qui a décidé finalement de sauter le pas et d'aller sur le continent africain. Très important. Ok, merci. Je trouve très intéressant ce débat et cette conférence. Et moi, j'ai été formé ici, à Paris 4 et Paris 5. Je suis chirurgien, urologue, andrologue. Et j'ai remarqué quand j'étais étudiant que notre pays a beaucoup d'évacuations sanitaires. Juste le micro, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien. Sur les pays du Maghreb. Donc, à la fin de mes études, j'ai décidé de rentrer à Bamako. J'ai créé une clinique chirurgicale qui va Daffé, qui maintenant évolue bien. Parce que d'abord, on fait les résections de prostate pour éviter qu'il y ait des évacuations sur les pays du Maghreb. Et tout récemment aussi, on a eu un financement de la banque pour créer un centre de dialyse. Et c'est ce qui est très important. Donc j'incite les uns aux autres d'investir en Afrique, de ne pas hésiter. Le début est très difficile parce que j'étais en même temps promoteur et je venais ici me former pour l'entretien du matériel, former les ressources humaines pour pouvoir vraiment évoluer la clinique. Et donc c'est très important et ça demande d'être téméraire, ça demande un peu de patience. Et comme on l'a dit, l'environnement ici et en Afrique c'est différent, mais il faut l'adapter. Parce qu'on a certains appareils qui coûtent extrêmement cher. Or, on peut avoir d'autres appareils qui peuvent nous être utiles là-bas. Très bien. Voilà. Donc, c'est une problématique, mais j'invite les uns aux autres de ne pas hésiter et d'aller. Et vraiment, en tout cas, pour moi, les choses évoluent bien. Et chaque année, je viens à Paris pour le congrès de l'Association française d'urologie. Je reste un peu dans les hôpitaux pour voir et chercher le petit matériel qui nous manque. Mais c'est vrai que la santé, c'est très nous, important. Nous, à notre temps, on n'a pas eu de financement, mais on a eu des idées. Et maintenant, ça va. Mais c'est très important, encore une fois, donc je réitère à mes propos, c'est-à-dire que c'est une grande problématique à savoir est-ce que sur place je vais être soigné correctement, est-ce s'il m'arrive quelque chose, est-ce que ça va aller aussi bien pour le tourisme, aussi bien pour nous entrepreneurs. C'est très important que l'environnement sanitaire soit plus développé pour attirer le maximum de personnes. Merci Monsieur Daffé pour ce que vous avez tenté de faire. Voilà, je suis désolée.
Je paye un verre à toutes les personnes qui n'ont pas pu poser leurs questions. Mais nous allons devoir conclure. Donc, on peut, s'il vous plaît, remercier chaleureusement. Je veux juste vous dire que pour tous ceux qui ont des questions sur l'investissement, j'ai un de mes collègues, le meilleur formateur d'IEP, qui anime un atelier juste après. Donc toutes les questions sur les business plans, etc., je sais qu'il y en aura. Il y a quelqu'un qui va le faire plus tard. Donc vraiment, voilà. Exactement. Donc finalement, c'est bon, j'ai pas besoin de payer 2 verres alors. Donc,